Avec Fabrice Lhomme, French Corruption aux éditions Stock. On replonge dans le département des Hauts-de-Seine, dans les années RPR. Alors on dit dans les années RPR, les valises de billets, on reparle de Pasqua, de Patrick Balkany, de Didier Schuller, de Nicolas Sarkozy, mais les années RPR, est-ce que ce sont aussi les années UMP maintenant? Depuis, alors il faut être clair, depuis il y a eu des lois de financement des partis politiques qui ont changé les choses. Didier Schuller nous dit que ça continue d'une autre manière, mais c'est vrai qu'on trouve encore pas mal d'affaires de financement politique illégal. La preuve, l'affaire Bettencourt, où Éric Woerth est renvoyé d'ailleurs pour trafic d'influence. Il y avait une enquête autour de ça justement. Donc il y a toujours, et l'affaire Balladur aussi en 95, qui naît de l'affaire Karachi. Donc il y a toujours des affaires, mais là, ça a été quand même assaini d'une certaine manière par les lois Rocard puis Balladur. Oui, mais en fait, au cœur de ces affaires, c'est l'attribution de marchés publics. Ouais. C'est-à-dire qu'on donne le marché, et puis en contrepartie, on touche une commission, une rétrocommission, et ça finance la vie politique. Il y a l'enrichissement personnel. Vous le dites, vous l'écrivez. Est-ce que ça continue, ça? Oui, parce que on ne sait pas tout, on ne sait jamais tout, mais très sincèrement, il y a beaucoup de communes, 36 000 communes en France, où des maires font un travail admirable, quasiment bénévolement, et d'autres où, pour un rond-point supplémentaire, hop, ils vont toucher une petite commission au passage. Ça existe, bien sûr que ça existe. Simplement, la justice n'est pas tout le temps au courant, ça reste parfois entre initiés, voilà. Mais oui, ça existe, évidemment. Didier Schuller peut maintenant se présenter à une élection municipale. Oui, il est malgré toutes les affaires. Oui, parce qu'il est totalement blanc de blanc aux yeux de la justice. Il a payé, il a eu un bracelet électronique, il a payé son amende. Voilà. Je crois savoir, vous allez me le confirmer, la raison aussi pour laquelle il a récupéré tous ses droits civiques, c'est qu'en fait, il a quand même été acté que lui s'était pas enrichi personnellement. Il avait porté le chapeau pour l'institution, mais lui, il s'est pas mis le blé c'est le type qui a payé pour les autres, mais attention, il a payé de manière... Il l'a accepté, oui. Devant les juges et au procès, il n'a rien dit, parce qu'il savait qu'il ne ferait pas beaucoup de prison. Donc il n'a rien dit. Objectivement, s'il avait dit ça, on peut imaginer que Jacques Chirac aurait du mal à être élu, et que Nicolas Sarkozy, dans la suite, aurait du mal aussi. Donc Schuller protège aussi les autres. Franchement, Dieu sait que le monde n'est pas mon monde, et que le monde ne m'aime pas. Mais c'est un livre dont je dois reconnaître l'honnêteté. C'est un livre honnête, et qui nous fait vraiment entrer, comme dans un roman policier, dans une histoire ténébreuse d'argent. Et ce qui m'intéresse beaucoup, parce que je suis une langue de paix, vu que je deviens très poli par les temps qui courent, c'est que les avocats, ils s'en prennent pour leur compte. Ouais. Spinner, Varluzen, vos excellents confrères, Fédida, Marc Fédida aussi, Jean-Marc Fédida aussi. Dans quel sens? Mais tu as cité 4 fois, je pense que mais non, c'est à la page 237 du livre, à la page 177, 178, pourquoi ces avocats sont mis en cause? Alors, n'oublions pas que Gilbert Collard a des liens compliqués et orageux avec ses collègues avocats. Voilà. Ils ne m'aiment pas, et je le leur rends bien. Ils ne m'ont jamais aimé, et je ne les ai jamais aimés. Et du reste, j'envisage dans quelque temps de prendre ma retraite de Russie. Tu es toujours avocat. Et je suis avocat, j'exerce, j'essaie de gagner ma vie difficilement. Et d'écrire un livre. Sur tout ce que je sais. Tu nous l'as déjà dit. Mais vraiment, mais alors là. Passionnant. Oui, ça va être. Et puis il y en a quelques-uns qui vont aller aux abris, je peux te le garantir. Pour l'instant, sur ce livre qui existe, French Corruption, en attendant le livre de Gilbert Collard, ces avocats, pourquoi sont-ils mis en cause? Bien, pas tous, En l'occurrence, il y en a un dont il est question, c'est maître Francis Spinner, qui était l'avocat de Jacques Chirac, un peu moins. Il était l'avocat de Jacques Chirac, très proche du camp chiracien, et on a même dit qu'il était à la tête d'un cabinet noir à l'Élysée pour protéger Chirac. J'étais pas dedans ce cabinet, mais c'est ce qui s'est beaucoup dit, effectivement, avec Dominique de Villepin d'ailleurs. Mais très concrètement, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été à la manœuvre pour que Didier Schuller s'en aille. Il a réussi à faire croire à Didier Schuller que s'il restait à Paris, il était menacé. Et d'ailleurs, il a utilisé pour ça aussi les services, enfin en tout cas, un homme est apparu, c'est l'intermédiaire sulfureux Alexandre Djouri, dont on parle souvent, et qui est venu aussi et qui a dit à Schuller, il vaut mieux que tu t'en ailles. Djouri, c'est l'homme des mallettes, et c'était un livre de Pierre Péan, notamment, qui avait été... Mais il y a un homme qui sait beaucoup de choses, qui parle dans votre livre aussi, c'est Patrick Devedjian.
Ouais. Parce que Patrick Devedjian, l'actuel président du Conseil général des Hauts-de-Seine, alors il revient lui aussi, vous l'interrogez, vous lui demandez. Ennemi intime des Balkany. Hein. Voilà, justement. Et c'est ce qu'il dit à un moment. Bon. Il dit, alors je passe le début de la page, mais il dit voilà, la piste de l'enrichissement personnel ne lui semble pas être une aberration, et avec un sourire carnassier, Patrick Devedjian ajoute, pour être certain d'être bien compris, les Balkany sont à leur compte, ils ne travaillent que pour eux. Voilà, c'est ce que vous dit Devedjian. Et il nous rapporte même une anecdote disant que les Balkany, quand il y a un appel d'offres, en fait, il y en a deux. Il y en a un pour eux et un pour le marché. Donc oui, Devedjian est extrêmement dur avec les Balkany, mais il y a un contexte aussi. Hein, c'est que les Balkany voulaient sa peau, ils ont voulu prendre la tête du Conseil général. Devedjian a été en scission avec Sarkozy. Enfin, il y a tout un contexte qui explique aussi cela. Mais il y a aussi un truc très intéressant, c'est que quand Balkany a construit sa ville, il l'a construit, hein, le Val-Opéret. Faut pas lui enlever ça. Quand il a construit sa ville, le Val-Opéret, régulièrement réélu d'ailleurs. Voilà. Hein, oui. Quand il a construit sa ville, satisfaction de la population. Il a, et c'est les mots employés très fort par Devedjian, il a procédé à une épuration ethnique. Et on a retrouvé des gens qui nous l'ont confirmé. C'est-à-dire que toutes les populations qui n'étaient pas susceptibles de voter pour lui, parce que non françaises ou autres, eh bien, il les a déplacées vers la ville avoisinante. Et Devedjian a dû absorber comme ça des populations dont il ne voulait pas forcément lui non plus d'ailleurs, quoi. Il n'a pas eu le choix. Voilà. Donc ça explique aussi l'antagonisme. Hein. Schuller, donc c'est le repenti ou l'affranchi. Il dit: je n'ai plus rien à voir avec le Schuller des années 80. Ce personnage est un étranger pour moi. Alors vous qui l'avez beaucoup côtoyé, c'est vrai ça? Il est sincère quand il dit ça? Écoutez, moi je l'ai pas côtoyé à l'époque. Moi je le côtoie depuis 5 ans. Ouais. Depuis 5 ans, je considère qu'effectivement ce qu'il dit, il faut le croire. Il nous a montré ses feuilles d'impôt. Il nous a montré ce qu'il gagne. Il gagne. Enfin, il a une retraite de consultant. Et honnêtement, il roule pas sur l'or. Hein. Il a un petit appartement un peu pourri avec Clichy-la-Garenne. Voilà. Donc, je considère qu'il veut. Alors, il veut reprendre cette ville parce qu'il veut emmerder le maire Gilles Catoire. Il veut emmerder Patrick Balkany. Et donc, il veut reprendre cette ville. Donc, il est quand même toujours dans l'histoire. Il est dans la revanche, mais il veut aussi construire quelque chose et faire quelque chose de sa vie politique parce que ça qui a été un gigantesque gâchis jusqu'à présent. Oui. Et son fils quand même, parce que son fils est très dur avec lui. Oui, il ne se parle plus. Il ne se parle plus et c'est les rares parce que son fils l'a trahi. Son fils un jour a fait une interview à Canal+ quand il était expatrié en exil et le fils a dit clairement, Antoine Schuller a dit voilà où est mon père, voilà où il dort, alors qu'il était poursuivi par la justice. Et de ce jour, ils se sont plus parlé et c'est une blessure intime de Schuller. Un dernier mot simplement avec Gérard Davet parce que Le Monde évoque une information judiciaire pour fraude fiscale visant Bernard Tapie. On passe à autre chose, ça va être l'une des informations de la journée. Toujours les seules affaires. Hein, c'est confirmé de sources judiciaires. De quoi s'agit-il dans cette histoire? Écoutez, c'est simple. C'est une information que nous sortons ce matin dans Le Monde. Cette information nous dit que concrètement, Bernard Tapie a fait en sorte d'organiser son insolvabilité. C'est-à-dire que le fisc lui réclame grosso modo 29 millions d'euros. Hein, c'est pas mal. Et il a fait en sorte de ne pas pouvoir les payer. Et pour ça, il a dispatché son argent issu de l'arbitrage litigieux Crédit Lyonnais. Il l'a dispatché dans plein de structures à l'étranger. Il y a eu un signalement Tracfin. Tracfin, c'est l'organisme qui traque justement les gens les aigrefins. Hein. Et donc du coup, cet argent, Tracfin l'a bloqué et le parquet a demandé à ce qu'il y ait une enquête pour voir comment Tapie avait fraudé le fisc. Je crois que ces biens étaient confisqués justement en attendant la fin de l'affaire. Oui, mais ça n'a pas suffi. Quand ces biens étaient confisqués, c'était déjà trop tard. Il a fait aussi en sorte d'expatrier son argent. Merci Gérard Davet. À lire donc Fabrice Lhomme, Gérard Davet.